Quand on m'avait invité, on m'a parlé de le sujet général de la séance, la gouvernance. Dans les séances précédentes, on a parlé beaucoup de normes de bonne pratique dans la gouvernance, de la composition, de la rémunération. Moi, je vais parler surtout d'un périmètre, de comment doivent se prendre les décisions dans un périmètre donné, qui est le périmètre de la clinique. Et j'expliquerai d'abord pourquoi aujourd'hui ce sujet est au centre de nos préoccupations. Ça, c'est le plan de ma présentation. Si on est dans le monde professionnel, il faudrait peut-être rappeler qu'est-ce que nous sommes professionnels et comment ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui et pourquoi ils doivent changer maintenant. En deuxième lieu, quelles sont les caractéristiques du nouveau paradigme et finalement, quelques recommandations ou quelques changements ou quels seraient les prochains pas si on veut anticiper les tendances lourdes qu'on observe aujourd'hui. Quand on parle d'un professionnel, ça c'est très classique, c'est très vieux, tout le monde le connaît, et souvent on l'oublie. Quand on parle d'un professionnel, c'est quelqu'un qui a acquis par sa formation une expertise cognitive et des habiletés spécialisées, qui peut fournir une justification rationnelle de ses pratiques, qui dit qu'il travaille pour l'amélioration des autres, ça lui donne une légitimité morale, et en plus fait partie d'une communauté basée sur la connaissance, la pratique et l'éthique, qui est son domaine de spécialité, c'est pas l'hôpital où il travaille. Il appartient, moi, urologue, j'appartiens au domaine de l'urologie, aussi à part de participer à l'hôpital. Cette caractéristique traditionnelle donne une très forte autonomie à la pratique professionnelle. Et de facto, la société, à un moment donné, on a dit, vous les professionnels, régulez vous-même. D'ici, les ordres de médecins, associations professionnelles, et dans les hôpitaux, il y a des instances qui sont de contre-pouvoir, qui sont une organisation qui a ses propres règles de jeu, et de facto, le monde des professionnels a une logique de gouvernance propre, interne, qui décide eux-mêmes, et qui est très basée sur les pratiques individuelles. Parce qu'à côté de ça, il n'y a que la formation de médecins, jusqu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, et le travail de médecin se base parce que chacun a un domaine de compétences spécifiques qui n'est pas le même entre deux. Moi, urologue, je me coordonne avec toi que tu es ORL, parce que je ne fais pas l'ORL et toi tu ne fais pas l'urologie. On se coordonne parce que chacun a une frontière bien précise de ce qu'il doit faire. Ça, c'est le monde des professionnels, et nous, on a travaillé jusqu'aujourd'hui avec ce monde. Et dans ce monde, nos organisations ont été créées pour mobiliser, pour mettre en pratique cette expertise et ces valeurs pour résoudre des problèmes complexes et souvent des problèmes ambigus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les problèmes sont tellement complexes que ce modèle ne sert pas. Et c'est ça que je voulais expliquer dans cette première partie de l'exposé, quelle a été l'évolution des enjeux professionnels. Si on prend c'est une logique très simple pour illustrer la logique de l'évolution de les relations entre les médecins et la gouvernance. Ne faites pas beaucoup d'attention dans les périodes des années que je mentionne, parce qu'évidemment, dans chaque pays, dans chaque système de santé, la période peut être différente. Mais au début, les managers disaient vous traitez les malades, nous administrons. Le financement était le financement à l'acte, il y avait des logiques, la logique, traitement, facturation. Et le conflit était la rémunération dans les systèmes salariés ou la rétrocession dans les systèmes de paiement à l'acte. À partir de ça, on commence à plafonner. On commence à dire, ça c'est déjà loin, on commence à écouter la santé nous coûte beaucoup, il faut commencer à plafonner la rémunération à l'acte, il faut commencer à budgéter certaines choses. Donc les managers disaient, les médecins, vous êtes nos clients. Et à la tendance lourde, c'était comment développer les services avec une espèce de concertation de tous les conflits étaient les normes d'agrément. C'est à ce moment qu'on a commencé les agréments des hôpitaux et des services. Si on avance un petit peu, dans les années 85, on commence à parler de le financement prospectif. C'est l'année où le professeur Fetter a lancé le DRG aux États-Unis. C'est l'année que Medicare a commencé à financer par DRG aux États-Unis. Donc la forfaitisation. Et le manager dit, nous nous occupons de vos patients. Le financement était prospectif, c'était un financement par forfaitisation. Et la tendance lourde, c'était quoi? Et spécialiser, c'est spécialiser dans ce qu'on fait bien. Et créer des pôles d'excellence, une chose qu'on ne peut pas écrire, sélection des patients. Étant donné qu'on nous paye par un système forfaitaire, essayer d'éliminer les cas qui sont plus coûteux que ce qu'on va recevoir comme forfait. Le conflit était qu'est-ce qu'on doit abandonner.
quels sont les services qu'on va abandonner, et comment autoriser une nouvelle prestation. Parce que ça pourrait être un coût pour une institution et sans un revenu assuré. Mais cette logique de spécialiser les pôles d'excellence a eu quelques résultats, mais rapidement, le rendement a tombé en termes de résultats de cette politique. Il a fallu faire une autre chose. Dans les années 90, on dit faisons un contrat. Nous, les managers, vous les médecins. On continue dans le financement prospectif. Le financement prospectif augmente, devient plus fort. Aujourd'hui, vous êtes un des pays que la forfaitisation représente moins dans le financement de l'hôpital. Le dernier pays européen qui a introduit le financement par case mix, c'est la Suisse en janvier 2012. Il pratiquement explique tout par le financement forfaitisé. Même les urgences, même la polyclinique, il y a un poids très fort dans la forfaitisation. La tendance lourde ici, c'était l'ingénierie et la gestion de la qualité et la maîtrise de coûts. Et les médecins commencent à réclamer l'autonomie. Ils réclament l'autonomie, pas parce qu'ils l'avaient perdu, parce qu'ils ne l'avaient pas perdu du tout. Ils réclament l'autonomie parce qu'ils se rendent compte qu'en parlant de leur ingénierie, de la qualité et les coûts, on commence à discuter la manière de pratiquer. Cette réclamation de récupérer l'autonomie, il ne fallait rien récupérer parce qu'ils n'avaient rien perdu. Mais c'est la première fois que l'hôpital commence à dire, avec la forfaitisation, on est des partenaires et on doit parler de tout. On doit parler aussi de la pratique médicale. Et finalement, nous sommes où aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la forfaitisation, elle a été déjà dépassée par un système de risque partagé. Aujourd'hui, a été invoqué le pay for performance. Ce n'est pas un mode de rémunération des médecins seulement, c'est aussi un mode de rémunération des établissements. Les accords de risque partagés par les résultats cliniques sont des méthodes qu'on commence à les utiliser avec une partie significative du budget de l'hôpital. Donc on paye plus un forfait pour une DRG, on commence à parler de résultats cliniques, on commence à parler de financement par performance. On commence à parler de financement par capitation. Si vous avez un bassin avec 300 000 habitants, je vous alloue la valeur de la prime de vos habitants. Et si un de vos habitants part ailleurs, l'hôpital d'ailleurs va facturer à votre hôpital la prestation qu'il a donnée. Donc ça, c'est un transfert de risque très poussé. Quand on est ici, la tendance lourde, c'est le résultat. Le financier nous amène à parler de résultats. Et le conflit, c'est comment distribuer le résultat. Ça, c'est un conflit. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on observe avec cette tendance? C'est qu'il y a eu un transfert de risque et que le transfert de risque qui se fait de la partie financière et du régulateur vers les organisations qui font la prestation de soins provoque que les relations entre les administrateurs et les professionnels soient des relations pas de deux choses indépendantes, mais de plus en plus interdépendantes. Et ça sont les motifs qui nous font parler de quel est le nouveau paradigme. Pourquoi parler de nouveau paradigme? Parce qu'aujourd'hui, l'interdépendance entre les organisations, les professionnels et les hôpitaux sont très fortes. En plus, dans un contexte de paradoxe. Ça veut dire quoi, paradoxe? En plus, dans un contexte où on dit des choses que parfois semblent contradictoires. Aujourd'hui, on dit, pour maîtriser le coût, il faut standardiser, il faut diminuer la variance clinique, et en même temps, on dit, aujourd'hui, c'est important l'orientation client, il faut personnaliser les soins. Or, qu'est-ce que je fais? Je m'achète chez Zara ou je m'achète à mesure. Sont des choses contradictoires? Non. Sont difficiles à concilier? Oui. Est-ce qu'une toute seule peut comprendre la dimension de ça? Non, c'est très complexe. Et on est dans ce monde de paradoxes aujourd'hui. On est dans le monde de qu'on dit, écoutez, on doit innover, on doit innover beaucoup. Mais il faut maîtriser l'aléatoire. Parce que nous, on est plus rentable si on maîtrise l'aléatoire, on maîtrise la surprise. Donc, les deux choses sont incompatibles, non? Faciles à concilier, non plus. On est dans ce monde. Et pourtant, l'interdépendance nécessaire, parce qu'il y a le transfert de risque, devient encore plus complexe, parce qu'on est soumis à un contexte de paradoxe difficile à saisir. Moi, tout seul, en tant que médecin indépendant, que j'étais formé pour justifier rationnellement mes pratiques, pour justifier rationnellement quelles sont mes décisions cliniques. Et l'autre chose, c'est l'impact asymétrique de le transfert de risque. On a évoqué tantôt dans l'histoire qu'il y a une progression de le transfert de risque, mais le transfert de risque n'a pas le même impact dans tous les acteurs.
J'ai vécu dans beaucoup d'hôpitaux qui diminuent ses recettes par la forfaitisation, en même temps que le corps médical augmente le revenu. Où j'ai vécu que le transfert de risque a un impact différent dans différentes spécialités. Où je veux dire, le transfert de risque a un impact asymétrique sur les acteurs qui viennent réguler. Alors, il y a quelques acteurs qui ont commencé à dire qu'il faut créer de fonds de solidarité, de systèmes de compensation, mais ça sont de petits ajustements, mais ne sont pas des changements majeurs. Ça, c'est le sparadrap. Hein? Le sparadrap, l'aspirine, sont des choses qui servent, qui aident un petit peu, mais ne provoquent pas un grand changement. Et finalement, une chose qui est importante, c'est qu'à côté de le transfert de risque, il y a une autre tendance que chez vous ne vous surprend pas beaucoup, parce que vous êtes, j'imagine que vous le savez, vous êtes un des pays européens, je dis un d'eux parce que je ne le connais pas tous en détail, mais par rapport à ce que je connais, le pays qui a le niveau d'accessibilité et de concurrence le plus fort. Hein? Un pays libéral comme la Suisse, avant janvier 2012, un patient pour aller se faire soigner au canton de côté, il devait obtenir une autorisation administrative. En Espagne, encore aujourd'hui, pour quelques prestations, changer d'une région à l'autre, il faut une autorisation. En France, pas très longtemps, c'est la même chose pour changer de département. Chez vous, vous pouvez aller à n'importe quel prestataire pour n'importe quelle chose. Si cette concurrence est forte, et en plus il y a des transferts de risque, il y a une notion qui est cruciale, qui est l'alignement. Ici, on montre, dans l'image du carré avec les flèches, je fais l'hypothèse de dire que tous les services sont efficaces, ont une grande efficacité. Mais s'ils ne sont pas alignés, s'ils ne vont pas tous dans la même direction, la somme de l'efficacité de chacun des services n'est pas du tout est moindre que l'efficacité institutionnelle. Donc pour arriver à trouver une efficacité institutionnelle, il faut chercher un certain alignement. Et l'alignement, on le développe à partir d'une notion très simple qui est la notion d'engagement. Je disais au début, et très important, un médecin appartient à une communauté, la communauté de sa connaissance. Il appartient à l'hôpital. Il a une double loyauté. Il a un double engagement. Est-ce que c'est facile de gérer ça? Non. Moi, urologue, je continue avec l'urologie, ou orthopède, ou n'importe quoi. Parfois, je change plus facilement avec mon collègue de Pittsburgh qu'avec le collègue de l'étage à côté qui est notre spécialité médicale. Et avec mon collègue de Pittsburgh, le collègue de Stockholm, à Barcelone, Berlin, Londres et Bruxelles, on fait ensemble Clinical Guidelines. Et on va l'implanter dans mon hôpital et le conseil d'administration de la direction générale en aura connaissance. Parce que nous, comme on a décidé. Et ça, c'est pas l'alignement. Ça, c'est l'alignement de moi avec mon collègue de Berlin, Pittsburgh et Stockholm. Et pas l'alignement avec mon institution. Cet conflit, c'est un conflit crucial. Et on peut le résoudre seulement qu'en priorisant l'engagement avec l'institution. Écoutez, j'ai essayé d'expliquer, je pourrais parler de symptômes et de signes qui expliquent qu'on est dans un modèle complètement épuisé. Je pourrais continuer à parler de ça une heure. Hein. Ça sont les trois les plus importants à mon avis. L'interdépendance, l'impact asymétrique des transferts de risques et le problème de non-alignement dans un contexte fortement concurrentiel. Dans ce contexte, comme je disais, les cadres de régulation sont largement dépassés. Et pourtant, quand j'écoute qu'il faut faire un comité pour avoir un avis renforcé, qu'il faut faire une commission paritaire, tout ça pour moi c'est le sparadrap, c'est l'aspirine. Il faut changer le modèle. Pas mettre de petites choses pour faire croire qu'on s'adapte. Non, parce que l'adaptation n'est pas suffisante. On doit s'anticiper à un changement avec des règles qui sont nouvelles. Chez vous, ça c'est un avis externe, et je pourrais me tromper, mais mon avis, vu de l'extérieur, c'est que vous avez un système de régulation qui est très étoffé. Je ne juge pas s'il est trop étoffé ou non. Je ne juge pas s'il est bien ou mal développé. Mais ce que je juge, c'est qu'il est très étoffé sur le processus. Tandis que la tendance lourde, c'est le résultat. Si la tendance lourde, c'est le transfert de risque, l'important, c'est le résultat. Et pour discuter toujours la régulation par le processus. Là, il y a un problème ici. Là, il y a un problème. Ça ne sert à rien de modifier encore une commission paritaire, ça ne sert à rien.
Sur le financier, si le régulateur me finance par résultat, parlons de résultat, mais ne me dites pas comment je dois faire les choses. À la limite, dites-vous des recommandations ou des choses qu'on ne peut pas faire parce que ce sont des choses incorrectes. Mais ne me dites pas qu'il faut 1,3 infirmières par salle le matin de 8 à 11 parce qu'on finance. Non, si vous financez le résultat, moi j'organise le résultat. Si vous financez le résultat, ne me dites pas combien de lits B, M, F, H, I, J, K. Non, ne me dites pas ça. Je suis déjà suffisamment intelligent pour savoir quelles choses je peux mêler ou pas mêler, savez-vous. On ne peut pas transférer les risques et après réguler le processus. Ça, c'est une incohérence. Hein. Donc pourtant, la politique par l'aspirine, je ne crois pas. Et on entre dans un nouveau paradigme. C'est quoi la gouvernance clinique? La gouvernance clinique, en telle année, et je le dis parce que l'orateur précédent de ce matin, le troisième en a parlé aussi, elle est comme un concept de qualité. Aujourd'hui, quand on parle de gouvernance clinique, on est centré sur le processus décisionnel. La gouvernance clinique guide les pratiques professionnelles à partir de l'ensemble de règles, cadres de référence et contexte régional, visant à limiter les décisions individuelles au profit des décisions partagées au sein de l'équipe et avec l'institution. C'est-à-dire, quand on discute ici, on discute de comment se prendre les décisions cliniques. On parle de l'idée qui est dans notre code génétique que le professionnel indépendant peut justifier ses actes individuellement et dit écoutez, savez-vous, vos actes individuels n'ont pas la place. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes de santé, d'abord, n'ont pas de réponse individuelle. Et parce qu'en plus, il y a des connotations de tout type. Aujourd'hui, ça c'est le nouveau cadre. Je sais que dans la salle, il y a beaucoup d'amateurs de football parce que ce matin, tout le monde en a parlé quand ils vont à la salle. Le match de la gouvernance clinique se joue au milieu. Quand on parle de gouvernance, les gens souvent disent nous, on veut participer au conseil d'administration. Nous, on veut participer au système de gestion. C'est notre débat, ça. Si vous devez y participer, moi personnellement, je ne suis pas très prédisposé au fait que les médecins participent à la gouvernance de l'institution, sauf si les médecins sont les promoteurs de l'institution. Sauf si ce sont eux qui ont participé dans les investissements et qui vont participer quand il y aura des problèmes. Ça, oui. Sinon... Et ils disent, nous, on réclame l'autonomie pour le système clinique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est dans la zone blanche, au milieu, dans la moitié du terrain de jeu. C'est là qu'on va gagner le match. Les hôpitaux qui sont capables de créer un système de décision, un framework, un cadre conceptuel, avec des outils pour faire que les décisions soient partagées au sein de l'équipe professionnelle multidisciplinaire et avec le regard de l'institution, sont les hôpitaux gagnants, avec un contexte de forte concurrence, besoin d'alignement et avec transfert du risque. Et ça, il y a des outils, il y a la notion de leadership clinique, il y a toute la question des actions de qualité. La notion d'engagement est très importante. Hein? Avec le nombre d'années que je travaille dans les hôpitaux comme consultant, quand je parle avec les médecins, tout le monde me parle de la participation toujours, la participation. La loi des hôpitaux, de chez vous, parle toujours de participation. La vie renforcée, la commission paritaire, la sous-commission, le secrétariat. Tout le monde parle de participation. Et dans le contexte actuel, le problème, c'est l'engagement. Les deux termes ne sont pas la même chose. Quand je parle d'engagement, les gens me regardent et disent « mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Et finalement, ça fait déjà quelques années, j'ai adopté la pratique de prendre un exemple pour expliquer qu'est-ce que c'est l'engagement. Hein? Et je vous présente, peut-être que vous le connaissez déjà, hein? Je prends l'exemple de F, hein? Un F avec du bacon, et quand je prends l'exemple de l'F avec du bacon, et je mets à côté un poulet et un cochon, le poulet participe, le cochon s'engage. Le poulet met l'œuf, mais le cochon met un morceau de sa jambe. Ça, c'est la différence avec vous. Ça, c'est la différence. Alors, nous, on doit passer à un hôpital avec moins de poulet, plus de cochon. Hein? On doit faire cet effort. Mais attention, vous, les administrateurs, vous devez aussi participer dans la gouvernance clinique. Et ça, le problème est double. Hein? Les professionnels doivent s'engager, mais vous devez être capable d'entrer aussi dans cet espace blanc, parce que c'est très confortable d'être
dans l'administration générale, parler de le coût de l'énergie, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le coût de l'énergie, qui ne représente rien dans le compte de résultat, changer la centrale téléphonique, mais si vous ne parlez pas de la raison d'être, ça ne sert à rien. Et la raison d'être, c'est la prise en charge médicale et soignante. Ouais. Et pourtant, si on discute de la centrale téléphonique, de le nettoyage, la sous-traitance de la cafétéria et machin, et on ne parle pas de la clinique, les comités de direction sont en dehors de leur core business, en dehors de la raison d'être. Donc l'effort est de deux côtés. Hein. Quelques changements pour attaquer la fin de la présentation. Le problème, c'est Philippe Degard. Hein? C'est les médecins et les managers essayer de réduire la fossée, c'est pas qu'on dirait ça en français, Philippe Degard, de raccourcir la différence. Non? Essayer les deux de s'approcher. En sachant que si on va vers une approche collective de la pratique clinique, on ne peut pas faire un changement, on doit faire un changement profond de mentalité. Et ça, c'est une chose qui est un changement majeur, à long terme, mais qu'il faut commencer un jour. Ce n'est pas parce que c'est à long terme qu'on ne doit pas commencer. On doit commencer justement maintenant pour être préparé dans les prochaines années. Il faut renouveler les relations d'échange entre les acteurs et finalement il faut développer les outils. Si on parle qu'il faut travailler avec les résultats cliniques, il faudra des outils qui nous permettent de mesurer les résultats cliniques, par exemple. Si vous n'avez pas un dossier médical informatisé et qui repère les résultats cliniques, à quoi sert de parler des résultats cliniques? Vous ne les aurez jamais. Quelques initiatives clés pour la mise en place d'une nouvelle gouvernance clinique. Je ne voudrais pas être exhaustif, mais juste mentionner 3 ou 4, et la plus importante, la dernière. Une actualisation du modèle de qualité, une approche beaucoup plus centrée sur le corps business de l'hôpital. La qualité des soins sont les soins appropriés. Ça ne sert à rien que chez nous, dans notre comité de direction, il y a une ici ou Madame Qualité qui nous explique tous les 2 mois l'enquête de satisfaction des patients et qu'on dit qu'on a un problème, on a une mauvaise satisfaction par rapport à nos repas. Sincèrement, si je ne suis pas un restaurant, le repas, ce n'est pas la chose qui me préoccupe le plus. Dans les enquêtes de satisfaction ou dans les évaluations de qualité, on parle très peu de résultats cliniques. Le comité de direction devrait parler de résultats cliniques, de les choses qu'on ne fait pas, de l'innovation, de la part de marché, la confiance qu'il y a à la population avec nous, de le problème de nos résultats. On devrait parler de ça, pas l'enquête de satisfaction par rapport au repas. Donc la notion de qualité doit se focaliser vers la raison d'être. Les autres qualités, c'est très bien, merci beaucoup, félicitations, mais c'est la raison d'être qui nous importe. Hein? Deuxième chose, on doit être transparent avec la mesure, comment mesurer et diffuser les résultats cliniques. Ça, c'est une question qui est claire. Si moi j'ai des résultats cliniques dans un contexte concurrentiel, je dois pouvoir mettre en valeur mes résultats cliniques. Si moi j'ai des résultats cliniques devant un système de transfert de risque, je vais utiliser ça comme force de proposition devant le financeur pour faire valoir mes résultats et obtenir un meilleur financement. Donc la transparence, c'est ça, c'est avoir le résultat, expliquer la mesure et faire valoir nos résultats devant le régulateur, devant la population. Il faut faciliter, il faut favoriser l'innovation organisationnelle, pas seulement l'innovation technique, organisationnelle dans les modes de prise en charge des pathologies. C'est-à-dire, quelles sont les choses, comment on pourrait faire différemment les choses, ou quelles sont les choses qu'on doit faire, les nouvelles choses à faire. Donc les aspects organisationnels sont très importants. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir accès à la base de données de l'INAMI pour étudier l'ensemble de l'hôpital et on l'a présenté à 2 ou 3 occasions en public en Belgique. Vous avez pratiquement un 35% de volets qui sont occupés par des malades chroniques qui mériteraient une forme de prise en charge alternative, insuffisance cardiaque congestive, diabète et DPCO, des malades qui dépassent la 20e journée, des malades qui ont dépassé qui ont fait au moins 3 admissions en comptabilisant à partir de la 3e admission. Donc, vos lits sont occupés par un malade qui a au moins 3 admissions à l'année, au moins à passer 20 jours, au moins, le 19 premiers on les considère corrects, c'est déjà beaucoup, et dans 3 pathologies chroniques. On ne peut pas travailler de la même manière qu'il y a 15 ans. Donc il faut favoriser l'innovation dans les formes de prise en charge, pas seulement dans le medical device, pas seulement dans le traitement pharmacologique, pas seulement dans la technologie médicale,
aussi tout ça, mais aussi dans les formes de prise en charge, dans les formes de travail en équipe. Et finalement, le mode de rémunération. Je suis un partie prenante convaincu de la rémunération variable, mais je pense que la variabilité provoquée par les honoraires, c'est un mauvais critère de répartition. Pourquoi? Parce qu'elle favorise l'individualisme. Pour dire non, nous avons de fonds de solidarité, les pédiatres, les pros, ils n'arrivent jamais, on les aide un peu. Nous, les chirurgiens, on finance quelques spécialités qui sont perdantes. Non, je ne dis pas résultat économique. Hein? Je dis résultat, je ne crois non plus qu'il faut répartir à la fin de l'année comme un bonus le résultat économique. Mais sinon, mon institution, avec un service médical qu'on commence aujourd'hui et qu'on est dans une phase d'entrepreneurship, l'objectif serait ta part de marché, ta capacité de te diffuser et de générer la confiance. Comment tu vas tisser des alliances avec les médecins généralistes, avec d'autres hôpitaux, avec d'autres spécialistes. Donc la part de marché, même si l'option est perdante économiquement, pour moi serait le critère de résultat. C'est-à-dire, le résultat, c'est une notion que ça oblige à avoir une stratégie, ça oblige à avoir des objectifs de stratégie, et ça oblige à le décliner jusqu'au niveau d'un service ou d'un individu. Et inclure ce système dans son mode de rémunération. La rémunération variable basée sur les actes professionnels, sur le mode de rémunération, c'est un mode qui est très pervers, qui est très compliqué dans les prises en charge multidisciplinaires, et on va dans cette direction avec la chronicité. Et souvent, il y a cette asymétrie que j'expliquais tantôt. Donc, pour moi, ça c'est un des grands leviers que nous avons aujourd'hui pour favoriser cet engagement et pour avoir un peu plus de porc et moins de poulet. C'est travailler la notion de rémunération variable liée aux objectifs institutionnels et à la contribution que chacun, dans son unité individuellement, apporte à ce type de résultats. Aujourd'hui, il y a une littérature vaste dans ça. Je me suis permis d'en prendre quelques-unes et j'ai pris ma note pour ne rien me tromper. Par exemple, le projet NICE en Angleterre, la dernière fois que je l'ai visité, il y a 3 mois pour préparer cette séance, il y avait 958 recommandations de pratique médicale. La Mayo Clinic vient de sortir un document de procédings qui fait une revue de 146 études publiées dans le New England Journal of Medicine qui concernent la remise en question de la pratique médicale. La Harvard Business Review a fait une ligne éditoriale qui s'appelle Value Based Health, dirigée par le professeur Michael Porter. On a créé l'Alliance, le Right Care Alliance, l'Alliance pour les soins appropriés. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui une littérature vaste dans ce domaine. Il commence à avoir des outils, des indicateurs de mesure, des critères. On ne peut pas commencer d'un jour à lendemain, hein, mais c'est un chemin qui a déjà amorcé et on doit s'y mettre, en sachant que le résultat, on doit s'y mettre aujourd'hui, parce que si on commence aujourd'hui, le résultat on le aura dans 5, 6 années et pas avant. Et c'est indispensable de s'y mettre aujourd'hui justement. Juste pour faire cette filling the gap, raccourcir la différence, il y a un changement majeur, un changement profond de mentalité, parce que l'histoire que nous avons vécue jusqu'aujourd'hui est tout à fait différente, elle favorisait l'existence d'un monde que toute seule pouvait justifier ses pratiques. En plus, il avait la légitimité morale de travailler pour le bien-être des autres. Et quand il discutait une prothèse d'ange, on te disait, alors tu signes un papier en disant que si le patient est mort, c'est toi le coupable parce que tu m'as fait changer le fournisseur de la prothèse d'ange. Ce monde ne va pas, ne peut pas continuer de cette manière. Et on doit le changer avec un renouvellement des relations d'échange et avec de nouveaux outils. Je voudrais juste finir avec un joke. Hein? J'ai pris la formule d'Albert Einstein pour parler de l'excellence. Si nous, on veut continuer à être excellents, si nous sommes déjà excellents aujourd'hui, ou si nous voulons être excellents demain, avec les tendances qu'on a évoquées, concurrence, transfert de risque et pourtant besoin d'alignement, hein, avec un monde de forte indépendance dans toutes les décisions, on doit travailler la formule d'Albert Einstein. Hein. La S, c'est l'excellence, le main, c'est le talent qu'on va chercher dehors, ou qu'on va le former, hein, pour être à l'accord avec Madame Watson, et qu'on va le développer légalement interne. Et la C au carré,
c'est l'engagement et les conditions qui favorisent cet engagement et cette gouvernance clinique. Juste, ça c'est la gouvernance clinique. Je suis convaincu que les hôpitaux excellents de demain sont les hôpitaux qui vont travailler les talents et qui vont travailler l'engagement et toutes les conditions de mise en œuvre de cet engagement à travers de la gouvernance clinique. Merci beaucoup de votre attention.